Bonsoir. La France a-t-elle livré des armes à l'Iran? Ce soir, le gouvernement dément formellement les affirmations de l'Express. Analyse de Christian Mallard. Nicole Notin en difficulté au sein de la CFDT. Son action a été désavouée par une majorité de militants, mais elle pourrait tout de même rester à la tête du syndicat. Manifestation des retraités et du secteur hospitalier. Réaction de Philippe Seguin, l'un des ténors de la campagne. Il est notre invité ce soir. Enfin, la justice britannique très sévère vis-à-vis d'Eric Cantona, condamné à 2 semaines de prison ferme. Ses avocats font appel. Des missiles français sont bien partis à destination de Chypre en octobre 1994. Ces armes sont-elles ensuite parties pour l'Iran via l'Algérie? Nos confrères de l'Express l'affirment. Mais ce soir, Matignon et le ministère de l'Intérieur démentent formellement ces informations. Le gouvernement a même décidé de poursuivre l'hebdomadaire en justice. Stéphane Dubin. Un titre dans l'Express, la Pasqua Connection. Selon l'hebdomadaire, le ministre de l'Intérieur aurait autorisé en octobre 1994 l'exportation d'armes vers l'Iran, un pays considéré comme hors la loi. Le scénario présenté par l'Express, le voici. D'abord, l'aéroport de Châteauroux, le 11 octobre dernier. Un avion y aurait atterri en provenance de Boufarik, en Algérie, pour y embarquer des missiles sol-air. Selon le plan de vol, l'avion devait retourner à Boufarik. Mais changement de cap, direction Nicosie à Chypre pour un rendez-vous avec un autre avion iranien. Celui-ci, échange de containers et départ vers Téhéran. Le gouvernement français confirme l'exportation des armes vers Chypre, puis le départ de l'avion à vide vers le Qatar. Et à Chypre, on rappelle que les missiles sont toujours là. Et en ce qui concerne les 6 missiles sol-mer qui en effet sont arrivés à Chypre le 11 octobre 1994, ceux-ci seront démontrés au cours du défilé militaire du 25 mars 1995, c'est-à-dire dans 2 jours, qui aura lieu à Nicosie, pour être vu par tout le monde. Aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur veut porter plainte contre l'Express pour diffamation et propagation de fausses nouvelles. L'Express qui maintient que l'affaire a été confirmée au plus haut niveau par le Quai d'Orsay et la DGSE. Et puis on l'apprend à l'instant, le pouvoir algérien a lui aussi décidé de poursuivre l'Express en diffamation dans ce dossier. Déclaration d'un côté, démenti de l'autre, on a du mal à y voir clair ce soir. Alors Christian Mallard, première question, de telles transactions peuvent-elles réellement se produire? Disons que ce type d'affaires peut toujours se produire à un moment où l'Iran, qui va très mal économiquement et politiquement, cherche à se réarmer. Du reste, ce sont l'Allemagne et la Russie qui aident à la relance de la machine nucléaire iranienne. L'Iran a beau être le cerveau du terrorisme international, de nombreux pays occidentaux font des affaires avec le régime en place. Alors le Quai d'Orsay déclare ne pas avoir d'informations particulières sur cette affaire, mais certains diplomates reconnaissent en privé que les autorités françaises ont subi de très fortes pressions des autorités iraniennes pour obtenir la libération de M. Sahedi, le neveu du président iranien Rafsanjani, qui avait été soupçonné d'avoir recruté le commando chargé d'assassiner Shakur Bakhtiar. Alors le gouvernement français aurait-il accepté un quelconque chantage aux attentats terroristes de la part des Iraniens? En tout cas, nous n'en avons pas la preuve. Des affaires de cette ampleur, Christian Mallard, ne sortent jamais par hasard. Quelles sont les hypothèses évoquées ce soir dans le monde politique? Alors les milieux politiques français de droite et le ministère de l'Intérieur en particulier se demandent si pour répondre à l'affaire des espions américains en France, l'administration américaine n'aurait pas eu intérêt à faire sortir cette affaire pour embarrasser Charles Pasqua. Là encore, pas de preuves, mais Charles Pasqua est à nouveau une cible en pleine campagne électorale, à un moment où l'Amérique veut déclarer la guerre économique à l'Iran et même l'isoler en espérant entraîner derrière elle ses alliés occidentaux, comme l'Allemagne et la France, qui renâclent et se réservent le droit de faire du commerce avec l'Iran. Christian Mallard, merci. Et puis les réactions politiques ne se sont pas faites attendre. Dans quelques instants, nous entendrons Philippe Seguin, qui est notre invité. Mais d'ores et déjà, Philippe de Villiers s'étonne que des armes aient pu quitter la France sans l'accord de Matignon. Lionel Jospin, lui, demande que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Lionel Jospin, interrogé dans les Bouches-du-Rhône par Véronique Gorel. L'idée que le gouvernement ou un ministère français, par un messager officieux, en passant par des hommes de service en Algérie, ait pu vendre des missiles à l'Iran, tout ça dans une espèce de négociation sur des problèmes de terrorisme ou de contre-terrorisme, serait d'une extrême gravité, compte tenu que la France affirme avoir une position de fermeté contre le terrorisme, qu'elle le disait encore, comme je l'ai dit moi-même, à Saddam Rushdie récemment. Donc, le problème est simple. Ou c'est faux, n'en parlons plus. Ou c'est vrai, cet hebdomadaire s'appuie sur des faits solides.
Et donc il faut faire la lumière et il faudra même en tirer des conséquences. Moi je demande au minimum que le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre s'expliquent clairement sur cette question. Après tout, M. Séguin pourrait demander à ses ministres de venir s'expliquer devant la commission de la Défense ou la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. On ne peut pas rester avec cette accusation et un démenti ne suffit pas. Justement, notre invité Philippe Séguin, bonsoir. Bonsoir. Le président de l'Assemblée nationale va-t-il demander plus d'explications au Premier ministre ? Écoutez, il me semble que les choses sont d'une clarté biblique. D'ailleurs, M. Jospin, avant de se contredire, il est vrai que ça lui arrive souvent, l'a reconnu lui-même. Il y a un journal qui émet un certain nombre d'affirmations. Ces affirmations sont démenties. Elles sont démenties par le gouvernement français, par le gouvernement algérien, par le gouvernement chypriote, qui étaient tous impliqués par le journal dans l'affaire en question. Bon, maintenant, ça n'est plus à ces gouvernements de s'expliquer, ils ont démenti. C'est au journal à apporter la preuve de ces allégations. Alors, ou bien il apporte la preuve, et alors dans ce cas, effectivement, il faudra réserver des suites à ce qui serait une affaire très grave. Ou bien il n'en apporte pas la preuve, et l'affaire est terminée, et puis le journal a réglé ses problèmes avec lui-même, si j'ose dire. Cela étant dit, a priori, les missiles en question, vu leur nombre, et vu qu'ils sont destinés à équiper l'armée chypriote, vous savez, l'armée chypriote, c'est pas l'armée iranienne. Alors j'imagine que si on avait voulu acheter les Iraniens pour je ne sais quoi, ça n'est pas les quelques petits missiles dont il s'agit qui auraient été en jeu. Donc j'ai l'impression que cette affaire est une bulle. Et de grâce, qu'on ne lie pas cette affaire avec la campagne électorale. Alors Philippe Séguin, merci donc pour cette première réaction. On vous retrouvera dans quelques minutes justement pour parler plus longuement de la campagne électorale. La suite de l'actualité, la police japonaise va vite, très vite. 4 jours après l'attentat au gaz mortel dans le métro de Tokyo, elle a découvert des stocks de produits chimiques extrêmement dangereux dans les locaux de la secte Aum. Des produits qui seraient les composants exacts du gaz sarin. Découverte réalisée lors de perquisitions très impressionnantes menées par 1 millier de policiers en tenue de guerre chimique. Nathalie Cause. C'est une véritable guerre chimique qui oppose le Japon à la secte Aum. Des produits très toxiques, ingrédients de base du sarin, ont été saisis aujourd'hui au QG de la secte à 100 km de Tokyo. 1000 policiers ont pris d'assaut ce matin cette forteresse. Ils ont découvert ici un laboratoire chimique et ont évacué des disciples qui restaient enfermés dans des cellules par peur d'être contaminés. Quand les groupes se sentent persécutés, ils pensent que l'apocalypse va arriver, ils s'arment parce qu'ils ont peur d'être attaqués. La secte avait peur et fabriquait des toxiques, mais rien ne prouve sa responsabilité dans l'attentat. Pourtant, aujourd'hui encore, un disciple a été arrêté. Il transportait dans sa voiture des produits contaminés très dangereux. La police a aussi découvert un hélicoptère, 8 millions de dollars et des kilos d'or dans d'autres locaux de la secte. Mais elle recherche surtout Asahara, le gourou qui reste introuvable. Aujourd'hui, le métro de Tokyo était sous haute surveillance. La police redoute une catastrophe chimique à grande échelle. Demain, elle reprendra ses perquisitions avec l'assistance des unités de décontamination. En France, Nicole Notat va-t-elle rester à la tête de la CFDT? Les militants lui ont en tout cas signifié un réel désaccord, à la fois sur son action, mais aussi sur la manière dont elle avait évincé Jean Caspar il y a 1 an et demi. Le vote final du bureau aura lieu dans la soirée. Reste à savoir si les adhérents du mouvement ont voulu exprimer un coup de semonce ou un réel désaveu. Reportage de France 3 Montpellier, Dominique Vadel. Pour 9410 voix, contre 8678 voix, l'amendement est intégré. Ce vote, c'est une première dans l'histoire de la CFDT où 52% des mandats condamnaient l'activité de Nicole Notat et de l'équipe fédérale. Clairement, les délégués ont sanctionné des méthodes qu'ils désapprouvent et la contestation sous-jacente depuis le début du congrès se concrétise face à une Nicole Notat qui réagissait avec vigueur. Vous avez à vous lire, à vous entendre, une vision désespérée d'un monde où tout ne peut que s'aggraver. Réponse de Nicole Notat en forme de règlement de compte dominera les débats cet après-midi. Réaction. La contestation, eh bien oui, c'est un temps fort dans la CFDT. La CFDT est une organisation plurielle, elle tient à le rester, donc le discours de Nicole Notat est un discours de médecine du Xe siècle, c'est-à-dire que quand le bras va mal, on le coupe, nous on n'est pas d'accord.
En fait, aujourd'hui, les militants de la CFDT font payer deux images à Nicole Notat. La première, c'est celle de ce putsch, où elle s'est appuyée sur les apparatchiks du syndicat pour déboulonner Jean Caspar, qui venait pourtant d'être plébiscité par 80% des militants. La seconde, ce sont les bonnes relations entretenues avec le gouvernement actuel, trop consensuelles pour beaucoup de fédérations. Au total, c'est donc une femme défiée qui va clore demain le congrès de la CFDT. Le climat social aujourd'hui encore très agité avec une manifestation impressionnante des retraités à Paris. Ils étaient plus de 40 000 dans la capitale. De nombreux défilés ont eu lieu aussi en province. Principale revendication, la défense du pouvoir d'achat et du système des retraites. Le reportage est signé Roselyne Fèvre et Patrick Milleriou. Quand on est à la retraite, c'est bien connu, on prend le temps de vivre. Et aujourd'hui, la place de la République avait plutôt des allures de bal musette et de banquettes conscrits. Mais pour tout dire, il y avait ici les vieux de la vieille qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Cheminots, mineurs, dockers, les manifs ils connaissent. À 93 ans, Émile, ancien docker de Marseille, connaît la chanson. Depuis les années. Depuis 1920, j'ai fait des grèves. Alors. Jamais on n'aurait pensé quand même, après les avantages acquis à une époque donnée après la guerre, on aurait été obligé aujourd'hui de revenir sur le pavé de Paris pour essayer de les garder. C'était donc reparti comme en 40. Le bataillon de têtes grises venu de toute la France à l'appel de la CGT avait appelé à la mobilisation générale pour défendre les régimes de retraite qui, selon eux, sont menacés. Mon père qui est mort avant moi, il touchait une retraite, lui. Il était manœuvre dans une usine, il touchait plus que moi. Hein, j'ai dans les 8 000 francs par mois. Moi, ça me fait dans les 6 000. Mes enfants, ils auront combien? 4 000, 5 000 dans quelques temps? Ça fait 10 ans qu'on nous voit là. Qu'est-ce qu'on vole? On nous a pas augmenté. On n'augmente pas. On nous doit 10% par an de nos comptes. En 10 ans, on a perdu une année de prestations. En 10 ans. Louis Vianney, le secrétaire général de la CGT, soutenait ses troupes, bien décidées à ne pas se faire oublier. Et surtout rappelait que les retraités représentent le quart du corps électoral et à quelques semaines de l'élection présidentielle, ça pourrait sonner comme un avertissement. Mécontentement aussi des personnels hospitaliers. De nombreuses manifestations ont eu lieu à Paris et en province. Là encore, il s'agissait de défendre le système des retraites. Les personnels de santé défilaient à l'appel de force ouvrière. Le syndicat veut en effet dénoncer l'emploi de plus en plus courant de personnel précaire et donc moins expérimenté. Selon leur enquête, 13% des salariés seraient en contrat emploi solidarité. Le reportage à l'hôpital de Châteauroux, Martine Lec, Marie-Emmanuelle Guidé. On les appelle les marcheurs. Les brancardiers du service de radiologie sont tous des CES, c'est-à-dire titulaires d'un contrat emploi solidarité. Ils travaillent à mi-temps et gagnent 2 500 francs par mois. Avec son CAP de restauration, Jérôme ne pensait pas travailler un jour à l'hôpital. Il a dû s'adapter vite après 2 jours de formation. Bon, des gens ils ont des douleurs et tout, il ne faut pas les prendre n'importe comment. Donc déjà il faut une technique pour les prendre en main, rien que les prendre en main. Et après bon, ils ont des pouces-seringues, ça marche, c'est électrique quoi. Il faut débrancher. Quand vous connaissez pas, ça s'il arrive là, il voit tous ces trucs là, tous ces fils et tout. Bon, il y a une certaine appréhension. Par mesure de sécurité, la direction précise qu'elle évite de mettre ses personnels au contact des malades. Pourtant, c'est ce contact qui intéresse Céline. Au service de chirurgie, elle fait tout, de la toilette des malades au ménage, tout sauf les soins. Elle espère décrocher le concours d'aide-soignante, l'enjeu est important. Son contrat, comme tous les CES, ne dure qu'1 an, renouvelable une fois. Quand on aime et puis on n'a rien au bout, c'est démotivant. Puis quand on voit le problème du chômage aujourd'hui, c'est que contrat cesse. Au bout d'1 an, bon, une autre nous remplace, on se retrouve au chômage, on n'a rien. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup d'avenir. C'est dur. Cette année, l'hôpital emploie une centaine de CES. Ils représentent 15% du personnel. Depuis que la formule existe, c'est-à-dire depuis 7 ans, 8 d'entre eux seulement ont été embauchés à l'issue de leur contrat. Et puis la fin du conflit en Corse, les syndicats appellent à la reprise du travail pour demain ou lundi. La situation devrait donc progressivement revenir à la normale. Une partie de l'économie a été sérieusement touchée par cette grève de plus d'1 mois. Revenons avec vous, Philippe Seguin, sur cette actualité sociale chargée. La Corse, Air Inter, les retraites, le personnel hospitalier. On a le sentiment que la campagne électorale attise un peu les conflits sociaux. Et Édouard Balladur vous accusait hier de souffler sur les braises. Ah bon? Ça m'avait échappé. Enfin, je n'avais rien perdu. Donc je crois que c'est comment dirais-je, c'est le propre de toutes ces périodes.
Chaque catégorie professionnelle fait valoir ce que sont ses aspirations, ce que sont ses craintes. C'est tout à fait logique et normal. Alors, Édouard Balladur, toujours lui, s'est dit prêt hier à envisager une augmentation des salaires si je comprends bien, il a soufflé sur les braises. S'il était élu président. Ça vous surprend justement cette évocation? Non, je crois que c'est un des éléments très positifs de cette campagne. Vous savez, je dis souvent qu'une campagne électorale, ça n'est pas seulement important parce qu'on va désigner quelqu'un, mais c'est aussi important parce qu'on va se dire des choses entre Français et on va définir ensemble un certain nombre d'orientations. Rappelez-vous de la manière dont nous sommes entrés dans cette campagne électorale, s'agissant des salaires. Il y avait une sorte de dogme qui était le produit de ce que nous appelons la pensée unique, à savoir que s'il y avait du chômage, c'est parce qu'on avait arbitré en faveur des salaires. Et qu'il fallait forcément choisir entre augmentation des salaires et emploi. C'était en particulier le fond d'un rapport sur la France de l'an 2000 qui avait été rédigé par une équipe animée par M. Alain Minc, qu'on disait très proche de M. Balladur. Bon, Jacques Chirac s'est inscrit en faux contre cette manière de voir. Eh bien, c'est une idée qui est passée. Et aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il n'y a pas de contradiction entre une évolution positive, raisonnable certes, des salaires et d'autre part l'amélioration de la situation d'emploi. Le climat, vous savez, il faut vraiment, s'agissant du climat, ne pas avoir de mémoire. Ne pas se souvenir ce qui s'est passé en 1981, en 1988, en 1974. Est-ce qu'on se souvient en 1974 de la façon dont M. Chaban-Delmas a été traité par certains? Bon, il y a malheureusement toujours ce genre de dérapage. Mais par ailleurs, sur le fond, cette campagne qui en est encore à ses débuts, nous avons encore près de 5 semaines de campagne avant le premier tour, 7 semaines avant le deuxième tour. Cette campagne a permis de mettre sur la table un certain nombre de vrais problèmes, de problèmes concrets et de problèmes sur lesquels la pensée a évolué. Je me réjouis de constater que Jacques Chirac a été beaucoup sur l'évolution positive de ces dossiers. Alors vous dites qu'on est au début de cette campagne électorale, mais Alain Juppé, cet après-midi dans Le Monde, dit d'ores et déjà qu'il faut préparer l'après-second tour. Il a raison ou il a tort? Je crois que l'après-second tour, s'agissant de tous les aspects politiques, parce qu'évidemment, s'agissant des grandes orientations de la France sur les 7 ans à venir, il faut en parler maintenant. Mais s'agissant de tout ce qui est de savoir qui sera Premier ministre, qui présidera tel ou tel parti et comment sera organisée la majorité, je crois qu'on rendrait un bien mauvais service au candidat en général et à Jacques Chirac en particulier en parlant avant le 7 mai à 20h. C'est-à-dire le moment où le dernier électeur qui votera aura déposé son bulletin dans l'urne. Philippe Séguin, merci d'avoir été notre invité. Et puis c'est dans ce contexte des élections présidentielles que François Bayrou a présenté hier 12 mesures pour lutter contre la violence à l'école, aide aux professeurs en difficulté ou adaptation des rythmes scolaires. Un plan qui suscite de vives réactions chez les syndicats d'enseignants. Dominique Dumas. 5 mesures générales sont prises dans tous les établissements. D'abord le civisme pour tous les cours, y compris le sport et les mathématiques. En cas de problème, les professeurs auront à leur disposition un numéro vert. Un fonds d'assurance est créé pour les victimes d'agressions. Les proviseurs devront tenir les moyens juridiques pour prévenir le racket ou les intrusions d'éléments extérieurs. Enfin, une coopération avec la police et les magistrats sera développée. Autre mesure spécifique aux 170 établissements classés comme sensibles. Première décision, réduire la taille de ces lycées et collèges et ne pas y recruter d'enseignants débutants. Une formation spécifique est prévue, ainsi que la création de postes. Dans ces écoles, l'après-midi sera réservé au sport et à l'art. Les enfants issus d'un milieu familial difficile pourront être accueillis en internat et un médiateur rapprochera école et famille. La Fédération d'éducation nationale estime que derrière ces mesures annoncées en période électorale, il n'y a pas de moyens. Des mesures qui sont très séduisantes, elles correspondent d'ailleurs pour la majorité d'entre elles à ce que demandent les personnels depuis des années, mais comment va-t-on les mettre en œuvre et avec qui, avec quels moyens? C'est ça l'important aujourd'hui, il n'y a réellement pas d'engagement derrière tout ça. D'autres réactions sont à noter. Le syndicat national des lycées et collèges estime que la violence est liée aussi à un système scolaire qui force tous les jeunes à suivre les mêmes études à la même cadence. Enfin, le syndicat national des enseignants du second degré s'inquiète d'un aménagement de ces rythmes scolaires dans les établissements sensibles, pouvant créer ainsi un décalage.
Et puis, sport et justice, Cantona a blémi à l'énoncé du jugement. 2 semaines de prison ferme pour avoir agressé un supporter. La justice britannique n'est pas tendre avec le footballeur français. Il a même passé un bon moment dans la cellule du tribunal avant d'être libéré sous caution. Ses avocats font appel. En France, le monde du football parle de sanctions démesurées. Didier Balèze. En arrivant ce matin à 11 h au tribunal de Croydon, Eric Cantona était détendu. Certes, il ne s'attendait pas à passer une journée confortable, inculpé d'agression simple, mais décidé à plaider coupable, l'attaquant français semblait tout au plus devoir payer une amende et subir une condamnation de prison avec sursis. Seulement voilà, Jane Persh, la juge, décidait de prendre en considération le côté public du personnage, qui sert de référence à la jeunesse, et non plus le simple footballeur. Résultat, le verdict tombait, 2 semaines d'emprisonnement ferme. Cantona devait donc servir d'exemple, c'était l'indignation chez les supporters et dans les milieux du football. Effectivement, on vient d'apprendre la nouvelle, c'est l'indignation parce que après les 9 mois de suspension, après l'impossibilité pour lui de jouer en équipe de France, après une perte financière très importante, maintenant encore une sanction de prison, ça fait un peu beaucoup. Après appel de ses avocats et 3 heures de détention dans une cellule, Eric Cantona sortait libre du tribunal de la Croydon Crown Court. Non sans avoir payé une caution de 4 500 francs et dans l'attente d'un jugement final prévu le 31 mars. Ce soir, Eric Cantona va donc retrouver toute sa famille à Manchester. Dans un instant, le résumé tout en images de l'actualité de votre région et puis la météo complète de Michel Touré avec beaucoup de soleil sur la France. Ensuite, facile à chanter à 20h30, tout le sport avec Gérard Holtz. 20h50, cinéma sur France 3 avec un grand film, Abyss. 23h20, Le Soir 3, Henri Sagnier. Et à 23h50, un portrait de Gandhi. Je vous retrouve demain à 19h. Merci de votre fidélité. Bonsoir.